Dans le précédent épisode, on a analysé comment les marques construisent des mécanismes de surconsommation, sous le prisme de l'exemple de la marque Tessie Krusty, en s'appuyant sur les leviers cognitifs et émotionnels puissants. Une question essentielle demeure. Lorsque certaines entreprises se présentent aujourd'hui comme responsables, durables, voire engagées, peut-on vraiment leur faire confiance ? Imaginez une campagne publicitaire léchée, les tons naturels, des matières brutes, des mannequins souriants, dans des champs de lumière, et une promesse simple. Consommer mieux, consommer responsable. À première vue, tout semble aligné, on est d'accord ? Pourtant, derrière cette esthétique maîtrisée, une ambiguïté persiste. Parce que si la responsabilité est devenue un argument marketing central, elle est aussi devenue paradoxalement un terrain de confusion. Le greenwashing ou éco-blanchiment désigne la stratégie de communication visant à donner une image trompeuse d'engagement environnemental ou social. Autrement dit, il ne s'agit pas d'utiliser nécessairement ou de mentir frontalement, mais plutôt de sélectionner, amplifier ou détourner certaines informations pour construire un récit rassurant. Le phénomène repose sur plusieurs mécanismes bien rodés. D'abord, on va avoir l'utilisation de mots volontairement vagues comme éco-responsable, naturel, durable, conscient. Les termes ne sont pas toujours très encadrés également, ce qui permet aux marques de les mobiliser sans nécessairement apporter des preuves concrètes. Bien sûr, maintenant, en responsabilité sociétale d'entreprise, on a certaines obligations à partir d'un certain nombre d'employés qui nous obligent à nous poser sur ces différentes questions, que ce soit la durabilité, la diversité et les engagements éthiques qu'on peut avoir par rapport à nos affaires. Et donc tous ces mots-clés vont se placer au sein d'une branding d'une marque et c'est ce qui va former le centre du marketing d'une entreprise. Ensuite, la focalisation sur un aspect spécifique du produit. Une marque peut par exemple mettre en avant une collection fabriquée à partir d'un coton biologique, tout en continuant à produire massivement des articles issus de filières conventionnelles. Ce qu'on appelle ici une stratégie de diversion, on éclaire un progrès marginal pour masquer un modèle global inchangé. Enfin, le greenwashing s'inscrit dans une logique beaucoup plus profonde, celle du marketing, comme je vous l'avais dit juste avant, et principalement le marketing émotionnel. Il ne s'agit donc pas uniquement de vendre un produit, mais de vendre une intention, une identité, une appartenance. En achetant, le consommateur a le sentiment de faire un choix vertueux, ce qui active une forme de gratification morale, comme on l'a vu dans le dernier épisode sur Tessie Krusty. C'est cet effet de dopamine. Et c'est précisément là que réside la complexité du greenwashing. C'est-à-dire que celui-ci ne fonctionne pas parce que les consommateurs sont naïfs, mais parce qu'il s'inscrit dans un besoin sincère de mieux faire. Si ces stratégies sont aussi efficaces, c'est parce qu'elles répondent à une tension très contemporaine, celle de vouloir concilier confort, désir et responsabilité. Alors d'un côté, on va avoir les individus qui sont de plus en plus informés sur les sujets environnementaux, comme c'est le cas aujourd'hui. On a énormément de différents vagues de mouvements qui se mettent en place, que ce soit déjà principalement avec le parti écologiste en France, ou encore avec des mouvements associatifs, que ce soit de droite ou de gauche, hein, si on veut parler de politique, tout le monde se met un petit peu à l'écologie. C'est un peu le sujet phare qui rassemble et qui permet aux gens un petit peu de s'identifier, on va dire. Dans un système plus axé sur le produit, on va avoir une évolution du système de consommation. Et ce système reste omniprésent, accessible et valorisé. Par exemple, les marques responsables, ou alors celles qui sont perçues comme telles, viennent résoudre ce genre de dissonance cognitive. Elles vont offrir une sorte de compromis, continuer à consommer, mais avec la sensation de faire correctement. Ce phénomène va être renforcé par plusieurs éléments. La simplification des messages, des labels, des pictogrammes, des slogans qui permettent de mettre en place et de prendre une décision rapide, sans entrer dans la complexité des chaînes de production. L'esthétique durable, des codes visuels devenus reconnaissables qui créent une association immédiate entre le design et la responsabilité. Souvent, vous allez voir du vert, vous allez voir des couleurs neutres, beige, naturelles, en reprenant les esthétiques des schémas de la nature, ça va être du bois brut ou de la pierre, ce genre d'esthétisme. L'effet de groupe aussi, c'est ce qui va pousser à consommer des marques dites responsables et ça devient un marqueur social, notamment dans certains environnements urbains et professionnels, parce que acheter Patagonia, c'est un mode de reconnaissance entre individus. Parce que si vous achetez du Patagonia, on sait que vous aimez la marche en montagne, que vous aimez faire des treks, et que du coup, vous pouvez vous identifier à un certain groupe, et ça vous permettra d'avoir ce sentiment d'appartenance à ce groupe. Et donc, du coup, la responsabilité devient non seulement un critère d'achat, mais aussi un élément d'identité. Donc, face à ce constat, la question n'est pas de jeter un bloc sur toutes les marques engagées, mais d'apprendre à décrypter leur discours. Parce que premièrement, il s'agit de réintroduire la complexité là où le marketing cherche à simplifier. Donc, une marque réellement
réellement engagée? Est-ce qu'elle est capable de documenter ses pratiques, de reconnaître ses limites et de rendre compte de manière transparente? Et c'est ça qu'il va falloir regarder dans les marques que vous consommez si vous avez l'intention du coup de consommer de façon beaucoup plus durable. Ensuite, deuxièmement, il est essentiel de déplacer son regard, on va dire, et de pas se focaliser uniquement sur le produit, mais sur le modèle économique dans son ensemble. Une entreprise peut-elle être considérée comme durable si son objectif reste d'augmenter constamment ses volumes de vente? Par exemple, il y a des marques de déodorants que je citerai pas, des marques de déodorants qui vont introduire le fait de ne plus utiliser des composantes toxiques, on va dire, pour le corps ou l'environnement. Sulfate, c'est le grand mot qui est en vogue ces dernières années, qui est supprimé des shampoings et des déodorants. Et on va se dire, il n'y a pas de sulfate, donc du coup c'est beaucoup plus responsable, on va dire, du corps, et après d'autres produits qui vont être supprimés pour respecter l'environnement. Mais du coup, il convient de sortir de cette logique de consommation identitaire. Et donc de chercher à savoir, oui, mais en fait, ils produisent quand même des déodorants, et ils le font quand même dans une vocation à le faire beaucoup. Parce que c'est une marque, il faut qu'elle vive, et du coup il faut qu'elle vende beaucoup pour pouvoir persister. Donc acheter responsable, ça doit pas devenir une fin en soi, ni un substitut à une réflexion plus globale sur nos usages. Parce qu'au fond, la question centrale, c'est pas seulement de savoir quoi consommer, mais pourquoi consommer. Globalement, le greenwashing, c'est pas une anomalie du système, c'est une espèce d'évolution logique, on va dire, dans les codes de marketing. À mesure que les attentes de la société changent, le marketing va s'adapter. Donc on va intégrer différents codes et les transformer en opportunité. Cela ne signifie pas que toute initiative est à rejeter, ni que l'engagement des entreprises est systématiquement superficiel, mais que cela implique une vigilance accrue et surtout une capacité à ne pas déléguer entièrement notre responsabilité aux marques directement. Donc consommer mieux, ça ne consiste pas à trouver la marque parfaite, mais ça consiste plus à accepter une forme d'imperfection et à faire des choix plus éclairés et donc principalement, pour moi, à réduire sa consommation le plus possible et notre dépendance au modèle qui la compose. Et c'est ce qui conclut cet épisode. Dans cette série, l'objectif c'est pas de culpabiliser c'est plus de comprendre les mécanismes qui structurent notre quotidien afin d'apprendre progressivement à contrôler nos différents choix. Si ce format vous parle, n'hésitez pas à soutenir le podcast, cela me permet d'explorer des différents sujets avec plus de profondeur et de continuer à décrypter avec vous les enjeux de la communication et de la responsabilité sociétale d'entreprise ou juste de la responsabilité sociétale en lien avec l'écologie et la durabilité.